Ahmed Youssef, merci beaucoup pour votre invitation au sein du CEMO, donc, qui est porté sur les fonds baptismaux, comme on dit aujourd'hui, j'ai l'impression. Je remercie son Excellence, Monsieur Abdelrahim Ali, également, pour son invitation. Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre présence. Je me permets juste d'ajouter dans la présentation que je suis également responsable des études méditerranéennes à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Voilà. Oui, donc ici, je vais tenter très modestement, dans le temps qui m'est imparti, donc jusqu'à peu près 11h30, une analyse, alors qui ne sera pas forcément totalement neuve, mais en tout cas qui tentera d'apporter un regard très modestement du géopoliticien ou du stratégiste par rapport à cette stratégie effectivement du Qatar qui a été mise en place. Je serai ensuite suivi par M. Razbin, qui est également un éminent géopoliticien, puisque finalement lorsqu'on parle de la stratégie du Qatar, eh bien, on parle beaucoup finalement d'une stratégie d'influence, de soft power comme on l'a dit, d'une stratégie d'islamisation ou culturelle, dans le sport on en parlera, donc finalement on reste dans le domaine plutôt politique ou la religion, mais d'un point de vue strictement de la stratégie, peut-être c'est un regard un peu nouveau que je vais tenter ici d'apporter. Donc à travers deux parties, si je puis dire, une qui traitera du pourquoi et du comment de la mise en place de cette stratégie après 2011, et puis dans un deuxième temps, donc précisément sur les stratégies et peut-être les erreurs qui ont été commises par le Qatar. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de cette stratégie du Qatar, lorsqu'on en parle en particulier depuis quelque temps, eh bien, le Qatar est passé du statut de pays modèle, entre guillemets, en tout cas du point de vue de l'Occident ou d'une partie d'un certain nombre de pays occidentaux, parce qu'il était capable de concilier tradition et modernité. Donc, effectivement, c'est une hypothèse très séduisante. Et puis, aujourd'hui, on voit très bien qu'on est passé dans une autre configuration avec ce qu'on appelle le Qatar bashing, en tout cas, le fait que des choses qui jusqu'ici étaient connues n'étaient pas révélées, ou en tout cas sont sur la place publique à travers des ouvrages, donc certains excellents, comme les confrères, en tout cas les journalistes qu'on accueillera cet après-midi. Et effectivement, c'est une grande nouveauté. Alors pourquoi? Effectivement, eh bien, on verra qu'il y a le retour de bâton de la mauvaise gestion de ces crises ou de ces révolutions arabes par le Qatar. Alors donc, on peut se poser la question d'abord pourquoi et comment. Alors pourquoi le Qatar a cherché à profiter des événements de 2011 eh bien, il a voulu s'imposer finalement, définitivement, comme le grand pôle sunnite mondial de référence. C'était son objectif, on le sait, un objectif ancien, et il était en concurrence avec d'autres pays finalement qui incarnent aussi une référence pour le monde musulman et plus généralement sunnite, puisqu'il est majoritairement sunnite, donc l'Égypte, bien évidemment, avec la fameuse université d'Égypte, du Caire, donc Al-Azhar, et puis bien sûr aussi l'Arabie Saoudite, notamment. Voilà. Donc il a voulu rivaliser finalement avec ces pays, donc il y avait déjà une stratégie qui était mise en place avant 2011, que je ne vais pas rappeler puisqu'elle a été déjà soulignée, elle le sera encore cet après-midi par d'autres auteurs et spécialistes, mais en revanche, il a pensé que finalement c'était l'occasion ultime de s'imposer comme ce grand pôle de référence mondial en s'appuyant, et il ne s'en cache pas, donc ici on ne révèle rien, sur les frères musulmans. Donc qui est la seule organisation transnationale finalement qui prône un islam politique. Donc ça c'est une réalité. Et donc il a finalement, il s'est servi ou il a utilisé finalement cette organisation internationale, transnationale pour s'imposer. Donc on sait qu'il a joué un rôle majeur finalement dans un certain nombre de révolutions, de révoltes, de printemps. On appellera cela comme vous le souhaitez finalement, mais peu importe, ce qu'on a appelé les événements de 2011. Donc on ne sera pas ici sur une exégèse de ces différents termes, mais plutôt sur la réalité de ces mouvements de 2011, donc et il a soutenu effectivement activement ces mouvements, donc en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Syrie,
au Yémen et également même dans les métastases, si je puis dire, de ces révolutions, de ces printemps, notamment au Sahel, donc ce qu'on ignore parfois un peu moins. Alors, ça c'est l'idée, donc s'affirmer définitivement comme ce grand pôle de référence mondial au sein de l'islam, et plus particulièrement de l'islam sunnite. Alors pourquoi, finalement, dans la psychologie du Qatar ou de ses dirigeants, il y a eu cette volonté? Si l'on laisse de côté maintenant le projet qu'on a bien identifié, eh bien, il faut remonter, là aussi, un peu plus loin dans l'histoire, puisque la géopolitique, c'est aussi avoir une connaissance de l'histoire et de la géographie. Eh bien, dans l'histoire, si on remonte assez loin, donc il y a les Grecs. Et les Grecs appelaient cette volonté, finalement, de se positionner comme un élément majeur, dominateur, essentiel, l'hubris. Donc c'était traduit par ce sentiment d'orgueil, de toute puissance, qui fait qu'à un moment donné, on perd le contrôle des réalités. Hein. On n'a plus raison gardée, on pense que ça y est, le grand moment est arrivé. Sauf que donc chez les Grecs, l'hubris qui est opposé à la tempérance, à la modération, à l'équilibre, eh bien, chez les Grecs, elle est aussi assimilée à la violence. Et donc ça, c'est un terme, une chose qu'on sait moins, puisqu'on retient souvent ce péché d'orgueil, mais chez les Grecs, il est associé aussi à une forme de violence. Et ça, c'est plus inquiétant finalement. Ça, c'est une réalité également. Donc, péché d'orgueil, incontestablement. Concernant maintenant le rôle précis du Qatar dans les révolutions arabes, est-ce que ce rôle, on peut se demander, est-ce qu'il n'a pas été surestimé? Certains estiment que c'est facile, trop facile, de dire que c'est le Qatar qui est derrière tous ces mouvements. Parce que finalement, avant même les événements de 2011, tous ces pays, pour un certain nombre d'entre eux, exprimaient finalement leur colère. Les peuples étaient insatisfaits de leurs dirigeants, ce qui est après tout légitime. Il n'y a pas un pays qui peut prétendre que la population soit totalement satisfaite de ses dirigeants. Donc certains disent que finalement on a surestimé le rôle du Qatar, qui n'aurait fait qu'accompagner des mouvements spontanés et populaires. Alors sur ce point, eh bien, il y a un élément qui ne joue pas justement en faveur du Qatar, c'est la chaîne Al Jazeera dont on a parlé tout à l'heure. Si effectivement il n'y avait pas eu ce formidable relais médiatique, eh bien on aurait pu dire effectivement oui, peut-être que le Qatar n'a fait qu'accompagner un mouvement, lui a donné une caisse de résonance à travers ces médias notamment, mais en réalité on voit bien que l'information telle que la présentait Al Jazeera n'était pas neutre et n'était pas objective. Et d'ailleurs, cette orientation médiatique pose la question même du rôle des médias en France. On peut s'interroger, ou en Occident, comme l'a dit M. Asselineau ce matin, on peut même s'interroger finalement à quoi servent encore les médias en France, parce qu'il y en a assez peu qui ont relayé de façon objective la réalité de ces printemps arabes. Et on peut même aller plus loin. Moi, j'aurais souhaité qu'en France, il y ait une commission d'enquête, puisque vous êtes un homme politique, M. Asselineau, qui interroge le gouvernement français, qui fasse toute la vérité sur pourquoi est-ce qu'on a lancé cette opération en Libye, par exemple. En Angleterre, au Royaume-Uni, elle a eu lieu et elle a sévèrement condamné l'action de Cameron en disant que finalement les rapports qu'avait eu Cameron étaient basés sur de pseudo-analyses, de pseudo-centres de recherche qui eux-mêmes étaient en général relativement orientés. Donc peut-être qu'en France, il aurait été intéressant, ou peut-être qu'un jour elle viendra ou pas, mais plus généralement c'est une réflexion sur le déclenchement des guerres et des conflits. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Alors on peut aussi poser la question par rapport à ce printemps, ces printemps arabes, ces révolutions arabes de 2011, est-ce que le rôle du Qatar n'est pas surestimé? On peut se dire aussi, est-ce qu'il n'a pas fait preuve de naïveté, comme l'a fait la France? Est-ce qu'en France, on a présenté sous un jour plutôt favorable ces mouvements, sans s'interroger sur leur réalité? Là aussi, on peut se dire qu'il a fait preuve de naïveté, comme l'a fait la France, lorsque vous vous rappelez, un ancien ministre des Affaires étrangères a dit que, il était difficile de mettre l'organisation Al-Nosra
donc qui est rien d'autre que la branche armée d'Al-Qaïda en Syrie, sur la liste des organisations terroristes, parce que cette organisation, et il a dit, ce ministre néanmoins, que du point de vue de la population syrienne, elle faisait du bon travail. Donc, d'une certaine manière... Dites son nom. Oui, monsieur Fabius. Alors, je ne le défends pas, je dis simplement qu'il n'a pas dit que... Qu'est-ce qu'elle préside aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait, le Conseil constitutionnel. Non, mais monsieur Fabius n'a pas dit, c'est vrai, que directement, qu'elle faisait du bon travail, mais que du point de vue des Syriens. Mais le raccourci, en tout cas, était maladroit. Peut-être qu'il aurait dû expliquer pourquoi. Mais en tout cas, là aussi, peut-être qu'il a fait preuve de naïveté. Il n'a pas eu les bonnes informations. Enfin, il y a une dernière question qu'on peut se poser sur ce rôle en 2011. Est-ce que finalement, le Qatar n'aurait pas fait œuvre de modération ? Est-ce qu'au contraire, par son action, par son soutien financier, militaire, médiatique, il n'aurait pas au contraire limité l'action des groupes les plus extrémistes? Et là, on fait une distinction classique entre mouvements de l'islam politique et puis les mouvements dits djihadistes ou takfiristes, etc. etc. Là aussi, on peut se demander si il n'a pas fait preuve de naïveté, parce que c'est vrai que les frères musulmans, et je ne suis pas un aussi éminent spécialiste que son Excellence M. Abderrahim Ali, mais il y a toujours eu deux branches, deux tendances chez les frères musulmans. Quand on étudie la Syrie, on sait très bien qu'en Syrie, il y avait la branche de Hama et puis il y a la branche d'Alep. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je renvoie à des travaux de collègues éminents chercheurs de Cambridge ou d'Oxford. Donc on sait qu'il y avait toujours une tendance en Syrie, peut-être partisan d'une certaine ouverture, et puis il y avait une branche violente qui a posé le préalable du départ de la minorité alaouite, du président Assad ou du parti Baas, avant tout dialogue. Et cette tendance, cette ambiguïté, on la retrouve en Égypte également, avec les écrits de Saïd Qutb, très violents, qui ont été repris d'ailleurs par Al-Qaïda ou par d'autres. Alors après, peut-être qu'il y en a certains qui sont plus pour le jeu politique, mais là aussi, c'est faire preuve d'une certaine, peut-être, naïveté, parce que, effectivement, là aussi, une partie des frères musulmans, eh bien, par rapport aux plus activistes, aux terroristes, eh bien, parfois, la frontière est assez mince. Et on le voit d'ailleurs en Égypte ou dans d'autres pays où certains ont basculé, se sont radicalisés et ont versé dans la lutte armée. Peut-être pas tous, mais en tout cas une partie non négligeable. Donc, cette action du Qatar pendant ces révolutions ou ces révoltes arabes de 2011, donc elle a été multidimensionnelle, je ne reviens pas dessus, on voit qu'on a utilisé des soutiens financiers, des moyens médiatiques, et puis un appui militaire direct, comme on l'a vu en Libye, avec même des commandos qataris intervenant sur le terrain. Donc la totalité finalement des moyens disponibles a été mise en œuvre avec une ampleur sans précédent. Deuxième partie de mon court exposé, donc la stratégie qui a été adoptée et peut-être les erreurs. Et là aussi, donc, c'est un regard plus du stratégiste, du géopoliticien en toute modestie. On nous dit que, vous connaissez bien l'adage de Clausewitz, donc, où la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Là, on peut se poser aussi la question, est-ce que le Qatar a été clausewitzien finalement? Parce que, effectivement, il a mis en place une politique peut-être de soutien à un certain nombre de groupes armés, et il s'en cache à peine, notamment en Syrie ou effectivement en Libye notamment. Mais finalement, le but, lorsqu'on met en place justement cette guerre, eh bien, c'est ensuite d'aboutir à un résultat pour, in fine, avoir un projet politique. Donc c'est ça la réalité. Donc certes, au départ, la guerre est la continuation de la politique, mais au final, une fois que la guerre, si je puis dire, est gagnée, eh bien, il faut aussi construire un projet politique. Sinon, la boucle n'est pas bouclée, comme on dit, elle n'est pas parfaite. Donc là, on peut s'interroger, est-ce que ces principes élémentaires de stratégie n'ont pas été respectés? Alors j'en ai identifié au moins 4 ou 5 sur lesquels on peut s'interroger. Le premier, c'est qu'il y a eu une rupture avec le principe d'équilibre, qui était jusqu'ici un peu la doxa de l'Émirat du Qatar.
on sait que sa stratégie, c'était parler avec tout le monde, et d'ailleurs ça rejoint un peu ce qu'était la stratégie de son grand allié turc, finalement, la stratégie de Davutoglu, donc un peu celui qu'on a qualifié d'un peu de Kissinger turc, parce qu'il est le premier universitaire à avoir accédé à des fonctions diplomatiques éminentes. Puis il a même été chef du gouvernement avant de rompre avec Erdogan, puisqu'il n'est pas d'accord avec lui. Et la stratégie, on sait, de Davutoglu, c'est zéro problème avec les voisins. Et d'une certaine manière, le Qatar, son objectif, c'était de pouvoir dialoguer avec tout le monde et éventuellement de jouer ce rôle de médiateur qui a pu, à certains moments, être appréciable. On peut ne pas le lier par rapport au Liban, par exemple, puisqu'en 2008, ils ont quand même permis de résoudre en partie la crise libanaise face au vide constitutionnel qui existait et à l'absence de président. Mais justement, donc, il a rompu avec ce principe d'équilibre. Donc ce qui était au départ, au moins officiellement, sa politique, c'est-à-dire cette politique d'équilibre par rapport à tous les acteurs, eh bien, il a rompu avec cette politique, c'est clair. Et donc à partir de là, eh bien, finalement, il y a eu aussi une rupture stratégique dont aujourd'hui il commence à payer le prix d'une certaine manière. Alors, le deuxième élément stratégique sur lequel on s'interroge, eh bien, quand on fait la guerre, il faut bien sûr évaluer les rapports de force et évaluer les capacités de l'adversaire. Là aussi, manifestement, il a mal évalué la situation. En Syrie, il a sous-estimé, comme finalement l'essentiel des analystes et des experts occidentaux, le régime du président Assad. Si dès le départ il avait eu conscience qu'il y avait deux acteurs clés qui étaient l'Iran et la Russie qui ne lâcheraient pas Assad, qui le soutiendraient jusqu'au bout pour des raisons d'ailleurs pas totalement identiques, mais néanmoins complémentaires, alors que face à ce front russo-iranien, on avait en face une nébuleuse justement relativement désorganisée d'États, sans structure, sans coordination. Et donc il a aussi peut-être été intoxiqué par un certain nombre d'experts, de chercheurs qui ont sous-estimé la résilience du régime syrien, et puis aussi les fausses informations sur le fait que l'armée syrienne n'est composée essentiellement que d'alaouites, sous-estimant le fait qu'on n'est pas dans un régime totalement communautaire, mais qu'il y a aussi un soutien d'une partie de la population sunnite, y compris dans l'armée. Bon. Donc tout ça a fait qu'il a mal évalué la situation, comme il l'a mal évalué en Égypte, notamment le poids de l'armée ou le sentiment patriotique dans ce pays, et également en Libye. Là aussi, il a cru qu'il suffisait de déplacer ou d'éliminer Kadhafi pour avoir une évolution politique. On sait très bien que les changements de régime, ou en tout cas les changements de dirigeants politiques, s'ils ne s'accompagnent pas d'un processus politique derrière, eh bien, échouent systématiquement. Et on l'a dit suffisamment, je ne vais pas le rappeler, qu'en réalité, ça aggrave davantage la situation que ça ne l'arrange par rapport au statu quo hanté, que ce soit avec Saddam Hussein, que ce soit avec Kadhafi, et ça aurait été probablement le cas avec Bachar el-Assad. Donc, sous-estimation de l'adversaire, mauvaise maîtrise finalement d'un certain nombre de paramètres. Troisièmement, bien, il a ignoré là aussi les lois de la géopolitique. La géopolitique, c'est de la géographie, c'est de l'histoire, et je reprends là aussi un peu l'article de Georges Malbrino dans votre revue, qui dit finalement qu'il y a des constantes géopolitiques et qu'effectivement, peut-être que le Qatar, eh bien, par rapport à sa réalité géographique et notamment à la réalité du nombre, c'est-à-dire la population et le nombre de Qataris actifs dans les structures militaires qui restent effectivement très modestes, eh bien, empêchait la possibilité de mener une politique internationale d'envergure. Là aussi, il a oublié finalement une partie de ces réalités géopolitiques. Par ailleurs, eh bien, il a aussi rompu peut-être avec un certain nombre de principes stratégiques, et notamment la surextension. On dit aux États-Unis overstretched, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport là encore à cette réalité géopolitique d'un État de taille modeste avec peu de moyens militaires propres, si je puis dire, sauf à recourir à des mercenaires ou à s'appuyer sur des organisations justement qu'au final on ne maîtrise pas, eh bien le risque c'est d'être cette surextension stratégique. Si on n'a pas la capacité finalement de la mener jusqu'au bout, eh bien elle se retourne contre vous.
Et c'est ce qui s'est passé. Même les États-Unis, pourtant, première puissance mondiale de très loin, eux-mêmes ont dû faire face à cette surextension, à cette incapacité à mener des conflits sur tous les fronts, notamment sans avoir l'assentiment des populations à la base. Enfin, dernier point sur lequel je m'interroge, donc, et là aussi c'est une notion importante dans le domaine stratégique, c'est la notion d'alliance. Bien, on sait que l'alliance est autant un atout qu'un handicap. Et là aussi, M. Asselineau a rappelé ce matin sa volonté de faire sortir la France de l'OTAN. Ben, on sait très bien qu'un des débats stratégiques majeurs, c'est finalement que faire de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Alors on a dit que l'OTAN avait cherché des prétextes pour justifier le fait qu'elle doive continuer à exister parce que finalement il n'y avait plus l'ennemi soviétique. Donc ça a été la guerre des Balkans. Là aussi on peut s'interroger sur l'intérêt d'avoir lancé cette guerre des Balkans dont on a subi le retour de bâton avec la politique de Poutine, notamment avec l'affaire de Crimée. Et là, Poutine a répliqué aux Occidentaux, à l'OTAN, bah, vous m'accusez d'annexer la Crimée, mais pourquoi à ce moment-là, vous avez soutenu l'autonomie, l'indépendance d'un certain nombre d'États, etc. Donc là aussi, l'alliance, et je parle par rapport à nous, Occidentaux, qu'on a noué avec le Qatar, eh bien on peut s'interroger finalement, est-ce qu'on y gagne au change, hein? Ça mérite au moins peut-être de futures réflexions, de futurs débats, hein. Une alliance n'a d'intérêt que si elle nous permet de nous protéger finalement. Si l'alliance devient un fardeau parce qu'elle nous oblige à nous impliquer dans des conflits qui ne nous concernent pas, et je repense encore à l'affaire libyenne, c'était de mon point de vue une catastrophe, bien, on voit bien que quand même, il n'y a pas que le Qatar, il y a d'autres États aussi, mais qui ont quand même poussé pour qu'on intervienne en Libye, hein. Et donc là, on peut se demander quel est l'intérêt de la France avec la déstabilisation notamment du Sahel, où on a beaucoup de pays amis et anciens, comme le Mali, comme le Niger, qui aujourd'hui sont dans quand même une déstabilisation incroyable, plus la crise migratoire qu'on observe. Donc on peut se poser la question finalement du rôle des alliances. Et là aussi, les alliances qu'a nouées le Qatar, est-ce qu'elles sont une bonne chose pour lui? Avant, on pose la question pour la France, qui est légitime, mais est-ce que même pour lui, c'est une bonne chose d'avoir noué ces alliances avec un certain nombre de protagonistes, activistes? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que finalement, aujourd'hui, on a l'impression que ça se retourne contre lui, hein. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas dû rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette politique, entre guillemets, de neutralité qui était censée constituer l'alpha et l'oméga, finalement, de sa politique étrangère? En conclusion, eh bien, je reprendrai donc la célèbre formule du cardinal de Retz, hein, donc on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et là, effectivement, du point de vue en tout cas de ceux qui critiquent le Qatar, eh bien, il est sorti de l'ambiguïté en 2011, puisque c'était mon propos, le sujet de mon intervention. Effectivement, en 2011, il aurait baissé les masques, il aurait montré son vrai visage, hein, en profitant de cette opportunité qui était offerte par les crises de 2011. Et on voit aujourd'hui donc effectivement qu'il en subit le contre-coup. Donc dans un premier temps, il y a eu le départ de l'émir du Qatar lui-même. J'aimerais peut-être qu'on en dise un peu plus sur ce sujet, parce que ça reste quand même assez mystérieux. Est-ce qu'il a été contraint, forcé? Est-ce qu'il est parti de lui-même? Mais bon, on dit déjà que c'est une première conséquence de la mauvaise gestion de cette crise de 2011. Et puis aujourd'hui, effectivement, là aussi, il est sous une pression assez forte d'un certain nombre de pays. Il a été montré du doigt même par le président Trump. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de cette ambiguïté qui aujourd'hui se révèle pour lui un handicap, parce qu'il a choisi à un moment donné d'en sortir. On peut aussi se poser la question par rapport à la France. Eh bien, on dit que le Qatar est un pays ami de la France. Très bien, pourquoi pas. Mais comme on dit, des vrais amis, si on est des vrais amis, si on n'est pas des amis de façade, eh bien, on se doit de se dire la vérité. Et aujourd'hui, eh bien, manifestement, peu de gens ont osé dire la vérité au Qatar. Donc là, je disais tout à l'heure dans votre revue, toujours, un commentaire d'un ancien ami de l'émir du Qatar,
qui lui dit que, en gros, il s'était planté, enfin, il s'était trompé dans cette gestion des crises de 2011 et qu'il aurait dû, au contraire, agir différemment. Donc là aussi, l'intérêt, à mon avis, de la France, c'est de dire au Qatar qu'il faut qu'il rompe avec un certain nombre de mouvements, d'organisations, à moins qu'ils ne réussissent justement à modérer, à tempérer leurs élans. Si c'est constructif, s'il arrive réellement, et c'est ce qu'il affirme, à modérer un certain nombre de mouvements, moi je dis pourquoi pas. À ce moment-là, tout le monde y gagnera. Effectivement, la France, l'Occident et même les pays musulmans ou arabes trouveront leur compte dans cette histoire. Mais si en revanche, il n'y a rien qui change, on se contente de belles paroles, parce que justement on se refuse de dire la vérité, alors effectivement ce sera perdant-perdant. L'objectif, c'est que ça soit gagnant-gagnant. Voilà par rapport à ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et enfin, un dernier mot aussi, sous forme d'interrogation, et peut-être qu'il y aura des réponses tout à l'heure. Est-ce que, finalement, le Qatar est un pays qui est susceptible de moderniser le monde musulman, ou est-ce qu'au contraire, il est un acteur d'une forme de régression? Ça, c'est aussi une question qu'on devrait se poser, hein, parce qu'officiellement, il prétend qu'il a cette capacité à concilier la tradition et la modernité. Mais est-ce qu'il a les bonnes méthodes, les bonnes manières? Je pense que ça méritera encore une fois un certain nombre de débats, un certain nombre de colloques pour répondre à cette question. Je vous remercie pour votre attention.